me a cigarette then. Give me a cigarette then. Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 3. Bon, c'est fini, tu n'arrives plus ici par hasard, hein. Si ? Bon, alors je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0, qui est l'épisode de la présentation, et qui va tout te dire sur ce qu'est un Lloydcast, pourquoi, comment et à quelle fréquence. Je te rappelle que dans le Lloydcast, il y a deux catégories. Les résonances, qui sont des sujets que j'aborde seul en espérant que ça résonne chez toi, et les remarquables, qui sont des échanges avec des personnalités que je trouve donc remarquables et ou inspirantes. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une personne incroyablement remarquable. C'est une personne, mais sa pilosité héritée de longues générations de pâtres grecs, comme chanterait l'autre, atteste bien qu'il est un homme, un bonhomme même. Michel-André Jouveau, bonjour. Salut Lilian. J'essayais de te le faire un peu fumeux, tu vois, pour cacher les effets de la grippe. Voilà, c'est ça. Déjà, c'est gentil de me recevoir alors que t'es encore un petit peu grippé. Tu me diras ça quand tu seras malade à ton tour. Et en plus, tu me reçois dans ton antre. Ouais. C'est chez toi, c'est ton studio, et c'est même pour ça que le son va être meilleur, parce que jusqu'ici, les deux autres remarquables que j'ai pu faire, c'était via Skype. Donc, on est entouré de synthétiseurs, c'est un endroit que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. J'imagine que c'est celui dont tu as toujours rêvé, et aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, comme moi, tu as réussi à l'avoir. Tous mes invités ont 27 ans. C'est ça, d'accord, Voilà. hors taxe. Ok. Alors, je vais faire une petite présentation de toi et ce pourquoi tu es là, parce que déjà, tu es un compositeur, un chanteur, un auteur aussi, donc de chansons. Tu as plusieurs groupes à ton actif. Mais avant d'arriver là, tu as eu une vie avant, et comme tout bon anarchiste gauchiste, tu as travaillé pour le grand capitalisme. C'est ça. Mais ta grande passion ensuite, c'est la musique. Et aujourd'hui encore, t'es à ton compte, t'es consultant en musique, tu travailles dans la pub, etc. Mais tu passes aussi le plus clair de ton temps à travailler sur des groupes. Alors il y a eu Consumer Republic, je crois, qui s'est arrêté récemment. Mm-hmm. Et désormais, maintenant, la grosse actualité pour toi, c'est un groupe qui s'appelle Trunk. T-R-A-N-K, et je suis sûr qu'à chaque fois on va te demander qu'est-ce que ça veut dire et tu vas répondre. En fait, je réponds un truc différent à chaque fois, parce que la vérité du truc, c'est qu'on aime beaucoup la sonorité du mot, et qu'on l'a un peu trouvé par accident. Si tu veux, je t'invente une histoire, mais non. Mais là t'as déjà t'as spoilé tout le truc, donc. Ouais, je me suis dit que j'allais te donner une exclue quand même. Donc comment notre connexion à nous, comment on s'est rencontrés, c'était il y a quelques années suite à un concert de Depeche Mode, mais on va y revenir sur Depeche Mode parce que c'est quand même un lien très fort qui nous unit et en tout cas qui nous amène à être ici, parce que j'avais fait un petit article moi sur internet qui a été relayé par le Nouvel Obs, où je parlais d'un concert de Depeche Mode auquel on avait assisté toi et moi alors qu'on ne se connaissait pas. Mm-hmm. Et puis un monsieur qu'on appellera des trolls, enfin un troll, avait dit du mal de Depeche Mode, et tu l'avais remis en place de manière tellement magistrale que on est devenus très très amis par la suite, et puis on s'est mis aussi à travailler ensemble. Ouais. Sur des musiques de pièces, des pièces que j'ai écrites, que j'ai mises en scène. Il y a eu Viens on s'en fout. Mm-hmm. Et donc le clan. Mm-hmm. Voilà, qui sont les pièces, et puis aussi d'autres morceaux, enfin d'autres petites choses sur lesquelles on. Alors, il y a une petite tradition dans le Lloydcast, c'est je te demande qu'est-ce que tu veux boire. Alors là, tout de suite, je prendrais bien c'est horrible, hein, mais une infusion de thym. C'est hyper sexe, drogue et rock'n'roll. C'est hyper sexe, drogue et rock'n'roll. La vérité, comme tu l'entends, parce qu'on se connaît assez pour que tu saches que d'habitude je parle pas exactement comme le chanteur des Pet Shop Boys, alors que là, si un peu quand même. J'aime beaucoup les Pet Shop Boys, hein, c'est pas le problème. Ouais. Mais je sors d'une grippe carabinée et j'ai la voix complètement en vrac, et le thym, qui est une boisson que, à titre personnel, je trouve parfaitement immonde, est un truc, mais alors vraiment fantastique pour retrouver sa voix quand elle est un peu fatiguée. Ça fait une douzaine d'années maintenant que j'utilise ça. Et je me suis pas habitué au goût pour autant, mais c'est vraiment miraculeux. Alors tu vois, je te présente comme un rocker, et l'une des premières choses dont on parle, c'est quand même un thé avec du thym. C'est pitoyable, je sais, mais on est en 2018. Mais en même temps, c'est très punk, d'une certaine façon. D'accord, oui, c'est une autre façon d'être punk. Aller à l'encontre des attentes, les gens tout de suite, quand tu parles de rock, on s'attend à du Jack Daniels, des gros cigares, de la coke, du machin. Non, moi c'est les deux marmottes. Alors justement, comment t'es arrivé à la musique ? Elle est arrivée à moi bien avant que j'arrive à elle. J'ai commencé par en écouter beaucoup. Déjà quand j'étais tout gamin, et encore plus au moment de l'adolescence.
Je fais partie des gens qui n'ont pas particulièrement adoré leur adolescence, on va dire ça comme ça. Je suis pas du tout une victime ni quoi que ce soit. J'avais plein d'amis, ça se passait en théorie très très bien, sauf qu'en pratique j'étais. Tu veux dire que t'as grandi et tu t'es arrêté à la taille que Alors t'as là actuellement. grandi pas vraiment. Je me suis arrêté à 1m2. Mais non, j'étais un adolescent qui était assez. Ça se voyait pas forcément à l'extérieur, mais j'étais assez complexé et tendu et très angoissé. Et la musique a joué un rôle incroyable pour moi pour arriver à dépasser ça. Précisément parce qu'elle me permettait d'accéder à une espèce de niveau, ça va faire un peu prétentieux, mais à une sorte de catharsis que je comprenais pas tout à fait, donc je comprenais pas tout à fait la nature à l'époque, mais qui a été vraiment salvatrice. Tu parlais de Dépêche Mode tout à l'heure. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais adolescent, mon frère, à qui je dois d'avoir entendu mes premiers disques de rock quand on était tout gamin, parce qu'on partageait la même chambre, qui écoutait beaucoup de Police, qui écoutait Pink Floyd, qui écoutait AC/DC, c'était assez varié. D'ailleurs, des artistes que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mon frère était animateur sur l'une des premières radios libres dans la ville où on habitait à l'époque, qui était Nîmes, dans le sud de la France. Et il était très branché, comme tous les animateurs de sa station, sur tout le funk du début des années 80. Les Kool and the Gang, Shalamar et tous ces trucs-là, qui à l'époque me parlaient pas du tout. Quand j'entendais ça, j'avais un peu la même impression quand je tombais sur des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier à la télé, avec des gens en paillettes qui affichaient des sourires crétins, parfaitement factices, et qui parlaient sans doute à plein de gens, mais pas à moi. Et je me souviens la première fois que j'ai entendu un morceau de Dépêche Mode, que j'ai identifié comme tel, c'était en 1983, et je suis devenu instantanément fan parce que je trouvais absolument fabuleux d'entendre une musique qui était à la fois aussi sombre et angoissée et torturée que moi je pouvais l'être, ou en tout cas que moi je peux me sentir, tout en étant juste une chanson de pop parfaite, hyper accrocheuse, irrésistible, qui avait rien à envier du point de vue production, de tout, enfin, même si pas des mots que j'aurais employés à l'époque, mais qui sonnait largement aussi bien, voire beaucoup mieux que tout ce qui pouvait passer à la radio par ailleurs, mais qui me parlait parce qu'elle mettait mon angoisse en forme. Et puis il y avait une espèce de bizarrerie dans le son, il y avait un travail sur la recherche sonore avec des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Il y a d'autres gens qui ont fait de la musique électronique avant eux, comme je l'ai découvert par la suite. Ils ont pris leur inspiration chez tout un tas de gens bourrés de talent, les Kraftwerk, les Bowie, les Human League, les gens comme ça. Mais il y avait pour moi à l'époque cette espèce de mélange absolument extraordinaire de noirceur et de bizarrerie et de présenter une façon qui était totalement accrocheuse et dans laquelle je me retrouvais entièrement. Et je savais pas que la musique pouvait faire ça. Je savais pas qu'on pouvait s'y retrouver à ce point-là. Dépêche Mode, du coup, c'est le groupe qui m'a mis à la musique, qui a développé chez moi un aspect un peu obsessionnel par rapport à la musique, à la pop et au rock en particulier. J'ai un copain qui me dit exactement la même chose que toi, mais c'est pour Mylène Farmer. Mais je comprends. Non, mais c'est l'angoisse. En fait, ça pourrait ressembler à une blague, ce que je dis, mais l'espèce d'univers qu'elle-même aussi a développé. Enfin, on en pense ce qu'on veut. Elle est elle-même très fan de Dépêche Mode. Il y a énormément et donc c'est assez drôle parce que j'entends les mêmes mots. Enfin, tu vois, il y a comme quoi c'est fou. Enfin, ça fait partie des questions plus tard, peut-être aussi que j'ai, mais un truc qui te change ta vie d'un coup. Tu vois, c'est un groupe, c'est une musique, et puis tu trouves une espèce de corrélation ou en tout cas de parallélisme avec tout ce que tu ressens. Ouais, toi. avec ta vie, avec tes propres émotions et il y a voilà. Dans l'art et la musique est quelque chose de tellement direct. Et puis il y avait aussi c'est marrant parce que tu vis au moment de ton adolescence, je pense d'ailleurs que ça continue pendant une bonne partie de ta vie, mais tu vis souvent des choses que tu n'es capable d'articuler et de comprendre que bien plus tard. J'ai entendu récemment une interview de Dave Gahan, donc le chanteur des Dépêche Mode, qui était fort intelligente et qui expliquait qu'il y avait une bonne partie de leur public qui se retrouvait chez eux parce que d'une certaine façon ce que leur disait la musique de Dépêche Mode, c'était mais on sait que vous vous sentez bizarre, vous vous sentez un petit peu à part, vous vous sentez pas forcément bien à la place que la vie vous a donnée, mais c'est normal, ça va aller. C'est bien d'être bizarre, c'est pas un problème. Au contraire, c'est bien. Et il y avait quelque chose de formidablement rassurant là-dedans. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de leur musique qui est restée, qu'ils ont exploré et développé de toutes les façons possibles et imaginables depuis, ce qui fait que je suis toujours fan.
Et justement, pardon, je te coupe, mais, bien sûr. mais pour essayer de prendre un petit raccourci, parce que je te connais, t'es très bavard. Ah oui, là on aussi. peut être là pour 24 heures. Ouais. Mais et je fais déjà des épisodes vachement longs, mais non pas que c'est pas intéressant, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ta vie, dont t'as un parcours d'études, je crois dans J'ai fait Sciences Po Paris, moi. Sciences Po, voilà, c'est ça. Puis Et après, Subdeco Paris. voilà, et après t'as bossé dans une grande boîte, grande boîte américaine, Ouais. machin. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis bon, même si j'ai 27 ans, j'ai 40 et quelques années, je décide de me mettre. Alors, je crois que c'est d'abord avec Consumer Republic que t'as commencé. C'est plutôt un groupe de reprise à la base. Ouais. Et il y a eu ensuite un EP, je crois. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que d'un coup, après, tu vires encore, tu vas beaucoup plus loin, tu arrêtes de bosser, enfin, tu te mets à ton compte plus exactement, et que d'un coup, tu te dis, bon, bah voilà, ce que des mecs font à 20 ans, je le fais 20 ans ou 25 ans plus tard. Ça a toujours été un fantasme chez moi de faire ça. Mais comme ça a tu été. comprends qu'il y a plein de mecs qui peuvent dire, ça, c'est le mec, il va dans les deux pieds dans la tombe en disant, ça a toujours été un fantasme. Bien sûr. Mais toi, d'un coup, tu sautes le pas. Bah, moi, j'ai eu peur de ça. Ouais. Moi, j'ai eu peur de me retrouver un pied dans la tombe. Et de regarder en arrière et de me dire que j'avais eu l'opportunité de faire des choses comme ça et que je l'avais loupé. Ouais. Ça a pas été mon premier choix de carrière, d'abord parce que je pensais pas du tout avoir la capacité de le faire. Sachant que j'ai commencé avant même de commencer à chanter, des années avant de commencer à chanter, j'ai commencé à triturer des machines, des synthés, des choses comme ça, parce que d'abord j'avais aucune idée du fait que je serais éventuellement capable de chanter. Justement, de quel instrument tu joues? C'est Alors, clavier ouais, tout ce qui est technologique, clavier, synthé, machine, etc. Je suis pas du tout un claviériste remarquable, très loin de là. Mais tu joues très bien du triangle. Je suis pas mauvais au triangle. Ouais. C'est pas simple, hein, le Non, triangle. c'est pas ça. Je suis pas mauvais au shaker non plus. Ouais. Surtout s'il est en forme d'œuf. J'aime Ouais, bien. Non, j'aime bien. Je m'entends bien avec les machines. De façon générale, j'ai une espèce de compréhension un peu instinctive entre elle et moi qui fait que programmer de la séquence, créer des sons, ça me vient relativement naturellement. Et je pense en termes de construction mélodique assez facilement. Je lis pas les notes, j'ai pas de formation au solfège ni quoi que ce soit. Mais l'un des trucs que j'ai commencé à faire relativement tôt quand j'ai commencé à écouter de la musique, ça a été d'essayer justement de comprendre comment elle était construite pour me faire ressentir ce qu'elle me faisait ressentir. Et donc en prenant l'habitude de déconstruire, bon, à toi et moi grandi dans les années 80 où a explosé la culture du remix, l'un des gros avantages de la culture du remix telle qu'elle se pratiquait à l'époque, c'était que un remix avait souvent tendance à décortiquer un morceau dans ses différentes parties pour finir par les rassembler tout ensemble à la fin. Moi, ça m'a donné énormément de compréhension justement de la façon dont comment fonctionnait une orchestration, comment certains sons se complétaient par rapport à d'autres, etc. Bon. Donc j'ai commencé à bricoler à côté de mes études, puis à côté de mon taf, en faisant de la musique électronique dans mon coin parce que je me voyais pas faire autre chose. Et le basculement? En fait, c'est un ami qui c'est assez comique comme histoire, qui jouait dans le groupe le groupe qui faisait les soirées de la boîte dans lequel je travaillais à l'époque, qui était bassiste, et qui m'a entendu fredonner un truc pour un copain un jour sur un morceau. Le copain en question arrivait pas à placer sa voix correctement et je l'ai aidé, sans trop me poser la question de savoir comment ça se faisait. Et c'est mon ami Fred qui était bassiste de ce groupe-là à l'époque, qui m'a entendu, qui m'a dit mais tu sais chanter en fait, toi? Et j'ai dit bah non, juste. Il dit si tu sais chanter, viens à côté dans la salle de répète, on a besoin d'un truc. Et puis qui m'a embarqué dans la préparation d'un concert pour lequel ils avaient besoin d'un chanteur qui soit capable de monter relativement haut. C'était 2 morceaux, il y avait un Beatles et un... Qu'est-ce que c'était? Un Beatles et un Cure. Et c'est comme ça que j'ai fait l'expérience du chant la première fois, ce qui était relativement tardif, je vais avoir 28 ans. Quelque chose comme ça. À partir de ce moment-là, ça a commencé à prendre une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai commencé, effectivement, je me suis monté avec des amis un groupe de reprise Consumer Republic qui a duré une dizaine d'années, qui était une attraction assez populaire sur le circuit des petites salles de concert à Genève. Oui, parce qu'on est à la frontière suisse, ça j'ai même pas précisé. Tu habites à Saint-Julien, en Genevois, ouais, juste à côté de Genève, où je suis venu travailler il y a déjà des années de ça. Ouais. On est allé assez loin avec ce groupe-là. On a gagné une compétition qui nous a emmené au Rock'n'Roll Hall of Fame à Cleveland. On a vécu des trucs assez incroyables pour un groupe, on va dire, semi-amateur. Et au fil du temps, non seulement j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à créer de la musique à la maison sans jamais forcément la faire écouter à qui que ce soit avec les machines qui m'entouraient déjà à l'époque, mais j'ai vraiment pris goût au fait de faire du chant et au fait de faire de la scène.
D'abord parce que quand tu fais du chant, il se passe, on parlait de catharsis tout à l'heure, on parlait du fait d'être capable de transcender des émotions pas forcément très positives que tu peux être capable de ressentir grâce à telle ou telle musique qui va justement te permettre à la fois de les embrasser et de les dépasser. Le chant, c'est ça, mais à la puissance 1000. Quand tu fais du chant, tu peux aller fouiller vraiment dans le tréfonds de tout ce qu'il peut y avoir de plus noir et de plus sombre et plus horrible au fin fond de ton estomac, et te le sortir du système, et au passage, il y a une espèce de truc un peu alchimique qui se passe, qui est que tu transformes ça en une sorte d'énergie positive à laquelle les gens peuvent se raccrocher. Cette expérience-là, elle est incroyable. Et une fois que tu l'as vécu et que tu te rends compte que t'avais beau pas t'y attendre, t'es capable de le faire a priori d'une façon qui plaît, personne n'aime le son de sa propre voix, mais tu vois l'effet que ça peut avoir sur toi-même de le faire et sur les gens de le recevoir. Et puis bon, une fois que tu y as goûté, c'est très dur de revenir en arrière. Et puis moi, comme beaucoup de gens aussi qui se retrouvent à faire du chant, je te le disais tout à l'heure, j'étais plutôt un ado atrocement complexé et persuadé d'être la créature la plus grotesque et la plus horrible du monde. Et il y a une espèce j'allais dire de revanche, c'est pas le mot parce que c'est beaucoup plus positif de ça. C'est à chaque fois que je monte sur une scène et que ça se passe bien et que les gens sont contents, et mentalement quelque part, je passe le bras autour des épaules de mon moi de CM2 en disant tu vois, c'est pas si terrible que ça finalement. Si en CM2 t'étais déjà ado, c'est que t'as dû redoubler pas mal de fois quand même, non? Non, CM2 j'ai fait un peu le contraire. Moi, je suis allé un peu trop vite, et je pense d'accord. que ça a fait partie du problème d'ailleurs. Mais justement, par rapport à la voix, enfin pas celle-là qui est grippée, mais moi ça me passionne. J'ai voulu. T'es conscient que ça fait 15 minutes que je me retiens de pousser comme un porc là, pour pas faire exploser le micro. Mais moi, j'ai toujours été. Je pensais que j'allais devenir chanteur. J'ai fait 2 ans de cours de chant avec un baryton où j'ai dû poser 2 fois une note. Et je pensais avoir la voix de Bono. J'ai à peine eu celle de Dao. Mais une très belle voix, je suis très fan. Mais moi aussi, mais bien sûr complètement. Mais j'imaginais que j'allais retourner à un stade avec ma voix, donc j'ai à peine retourné ma salle de bain. Mais justement, cette voix. Comment tu la travailles? Parce que moi ça me passionne. L'idée c'est de ces podcasts, en tout cas de ces échanges autour des personnes que je trouve remarquables. C'est le making of. Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, j'ai mon ego qui est sur le point d'exploser. non, mais remarquable pour moi. Et j'espère que le but c'est que des gens les personnes qui écoutent à un moment s'intéressent, se disent tiens, j'ai envie d'aller écouter, j'ai envie de voir ce que fait un tel ou etc. Il va y avoir plein de personnes que je trouve remarquables, pas simplement dans le monde de l'art. Mais justement, comment tu la travailles cette voix? Est-ce qu'à un moment c'est un boulot quotidien, comme justement Dave Gahan dont on parle le fait de manière phénoménale? Est-ce que toi, est-ce que tu as un coach? Comment ça se passe? Non, alors la réponse c'est je la travaille pas assez. Je fais vraiment le minimum qui consiste à répéter régulièrement avec Trank. Le chant, je m'en sers essentiellement avec Trank. Et tu chantes en anglais? Qui est donc le groupe de rock dont je fais partie depuis maintenant 2 ans. C'est un projet qui a commencé, c'est ça, il y a à peu près 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que tu connais bien parce que tu as même participé au tournage du tout premier clip du groupe. Et avec ma voix, je fais vraiment le minimum. J'en ai un peu honte d'ailleurs, à savoir que je travaille pendant les séances de répète avec le groupe. Et puis c'est à peu près tout. Alors, je commence ce truc-là à l'âge où d'autres gens s'arrêtent. Mais en même temps, le fait d'avoir 10-12 ans d'expérience dans un groupe, on va dire semi-pro, puisque c'était ce qu'était devenu Consumer Republic, derrière moi veut dire que j'ai, on va dire, un minimum de base et un minimum de flexibilité qui me permettent de m'en tirer. Il m'est arrivé une fois, pendant quelques semaines, de prendre des cours de chant. C'était une expérience incroyable. Et j'avais énormément progressé à l'époque, puisqu'un bon prof de chant t'apprend tout un tas de techniques qui vont à l'encontre de ton instinct, mais qui en fait te permettent de faire des choses beaucoup plus réussies avec beaucoup moins d'efforts. Et il y a déjà quelques années que je me dis que je vais finir par reprendre des cours avec la même personne Pour passer à un niveau supérieur. Et puis d'une part et d'autre part, parce qu'il y a certains de ces trucs là qui s'oublient, on reprend facilement des mauvaises habitudes. Trank, c'est un groupe c'est pas un groupe de métal, mais ça s'en rapproche un petit peu quand même, et il est assez facile avec ce style de chant. Ça reste du chant, mais il est assez facile avec ce style de chant de faire des choses qui sont pas forcément très intelligentes, ni sur la qualité de ce qu'on sort, ni sur la préservation de son instrument de travail. Donc voilà, je me dis qu'un jour je vais finir par en reprendre. La prof en question, c'était une chanteuse classique, c'était un petit bout de femme qui devait peser 45 kilos tout mouillé pour 1m55, et qui avait une voix absolument
enfin d'une beauté absolument incroyable qui m'a énormément appris en très peu de temps. Donc pas assez, mais ça va revenir. Ouais. On va dire ça comme ça. Au niveau de tes inspirations, Ouais. avant d'être la petite souris, au niveau de tes inspirations, t'es quelqu'un de très éclectique, c'est-à-dire que tu écoutes vraiment de tout. T'es pas bloqué Depeche Mode, machin, t'es au métal, t'es aux Beatles, tu peux être à la musique classique, tu peux être au jazz, et puis t'as une connaissance, moi, qui me tue. Jusqu'à il y a 10 ans, là, je décroche un peu. Ouais, mais enfin, ce type, tu peux lui parler d'un album, il te dit, non mais attends, le remastering de tel album fait en vinyle en 84 avec Jean-Christophe à l'ingénieurition, etc. est vraiment plus intéressant que le pressage de 86. Voilà, t'en es à ce point-là de fondu, de collection, bon, je parle même plus de Dépêche Mode, de Bowie et tout ça. Mais donc t'as quand même t'es quelqu'un d'extrêmement éclectique. Juste à l'heure d'aujourd'hui, vraiment à l'heure d'aujourd'hui, on parlera de Trank un tout petit peu plus tard, mais quelles sont tes inspirations? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu écoutes quelque chose et tu te dis tiens, ça, j'entends d'autres sons qui vont m'emmener autre part. Enfin voilà, ça va vraiment m'inspirer. Ça passe à travers ma machine ma machine émotionnelle, et je vais prendre mes claviers et je vais sortir ça. Qu'est-ce qui te motive en ce moment? Alors ça dépend. Ça dépend si tu parles d'inspiration en termes de texte, en termes de chant ou en termes de création de son. Enfin, qu'il s'agit de son pour Trank ou de son pour les BO que j'ai pu faire pour toi ou d'autres choses. J'aime bien être surpris, moi. J'aime bien être surpris, j'aime bien être touché. Et c'est dur d'éprouver ce sentiment de surprise dans un format aussi rigide, aussi codifié que celui de la pop ou du rock, où fondamentalement 95% des chansons c'est couplet-refrain, pont, couplet-refrain, fade. Voilà, même la musique classique c'est extrêmement codifié, le jazz c'est extrêmement codifié. Donc ça peut venir d'une idée mélodique qui est tellement belle et tellement simple qu'on se demande comment 1000 personnes l'ont pas faite avant, puis soit personne l'a faite, soit personne l'a faite aussi bien. Je suis très très fan d'un type qui s'appelle Mark Hollis, qui était le fondateur de Talk Talk, et qui avait dit ce truc très très beau un jour, un peu paradoxal pour un musicien, mais qui disait: pour moi le plus beau son du monde c'est le silence, et mon but c'est d'arriver à produire la musique qui soit la plus proche du silence, et donc la plus belle, sans en être. Et il y a dans les derniers albums qu'avait fait Talk Talk avant de se séparer, par exemple, il y a des moments d'une beauté qui est tellement transcendante, tellement, alors qu'on parle de 2 accords de piano et d'un frisely de cymbales derrière, mais il se passe quelque chose d'absolument magique dans une intonation de voix de quelqu'un comme Billie Holiday, qui était une chanteuse absolument extraordinaire, dont les ignorants de critiques de l'époque prétendaient qu'elle savait pas chanter, parce qu'elle avait cette voix qui était un peu fêlée, un peu cassée, mais il y a tellement d'histoires, il y a tellement de douleurs, il y a tellement de vécu qui passe dans la moindre inflexion de la moindre note, que bah voilà, tu peux y trouver de l'inspiration. Dans le pouvoir d'évocation de certains auteurs. On va pas reparler de Martin Gore, parce sinon on va passer le reste de la discussion sur Depeche Mode, mais pour prendre un autre exemple, Leonard Cohen. Dans une ligne de Leonard Cohen, il y a des dizaines de chansons à écrire, parce qu'il y a il y a un tel pouvoir d'évocation, il y a une telle capacité à évoquer une existence entière avec 5 mots, que ça en est. Enfin, c'est absolument surhumain. Je suis une petite souris, si je veux voir... C'est costaud pour une petite souris. Ouais, je sais, mais je sors du sport là. Ah, c'est ça. Mais à quel moment est-ce qu'il y a des rituels? Qu'est-ce que je vais voir si je suis cette petite souris? Alors ça dépend de ce à quoi je me mets. Si tu me vois écrire des textes, tu vas me voir avec mon... Alors là, c'est ritualisé à mort, pour le coup. Ouais. J'ai mon petit bloc-notes Moleskine, noir, sans ligne. Je supporte pas qu'on me donne des lignes. C'est moi qui mets la structure. Je supporte pas d'écrire sur des cahiers avec des lignes. Alors le pire c'est les carreaux. Alors là, je deviens dingue. Avec mon petit stylo plume, Cross, qui est une marque que j'aime bien. D'abord parce qu'elle me va bien, et en plus parce que c'est des stylos qui coûtent pas une fortune, et comme j'ai tendance à perdre les choses relativement facilement, j'aime autant perdre ça plutôt qu'un Mont Blanc, j'ai l'air moins con. Mais ouais, là je vais me poser en général ici, sur le canapé, puis je vais écrire des idées au kilomètre, jusqu'à ce que un jour arrive une idée de mélodie, soit qu'elle vienne d'un membre de Trank,
soit qu'elle sorte de ma tête, qui me fait penser à un petit bout de truc que j'ai écrit. Et là, je reprends mon carnet, je m'enferme dans le studio, et de façon générale, avec Tronc, on a tendance à s'envoyer, à s'échanger les idées par fichier son sur lesquels on peut bosser sur Logic, ou GarageBand pour certains d'entre nous. GarageBand, ça doit être un jouet gratuit, c'est un outil de composition absolument fabuleux. Logic étant son grand frère, donc la version pro que moi j'utilise pour la composition et la production ici. Et puis je vais me mettre mon casque sur les oreilles, me planter en face du micro avec mon petit carnet Moleskine et essayer des trucs. Ouais. Ça, ce serait le rituel typique pour une écriture de chanson. L'autre truc que tu verrais beaucoup, auquel t'assisterais beaucoup si t'étais une petite souris, quand je fais soit de la création de maquettes sur l'ordi, soit de la production de musique, qu'il s'agisse de BO ou de musique de pub, qui est mon autre métier, ou quoi que ce soit, c'est t'entendrais assez régulièrement des bordées d'injures assez spectaculaires. Parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement patient, j'ai tendance à avoir assez facilement un vocabulaire un peu fleuri. Dépasse pas, je voulais t'en parler juste après. Il y a un truc assez ennuyeux avec l'informatique musicale, c'est que ça plante beaucoup, même sur Mac, beaucoup sur Mac d'ailleurs depuis ces dernières années. Moi, je suis un utilisateur Mac depuis pratiquement toujours, et là, ça fait 5 ans qu'ils mettent un point d'honneur à essayer de me faire passer chez la concurrence avec leurs upgrades de merde et leur soi-disant amélioration produit dont personne ne veut. Donc assez régulièrement, il y a des bordées de jurons qui filent en direction de la machine parce que je me suis fait planter au milieu d'un enregistrement qui se passait pourtant particulièrement bien. De façon générale, outre cet aspect-là, c'est vrai que j'aime bien, tu vois, le studio, c'est une toute petite pièce, je suis littéralement entouré de machines, et j'aime bien ça. J'aime bien venir m'enfermer ici et bricoler avec les claviers pour créer des trucs, pour créer cette espèce d'alchimie, pour faire en sorte que quelque chose se passe. Tu me demandais pourquoi j'étais parti de mon boulot pour faire ce genre de choses tout à l'heure. J'ai eu peur de pas vivre ça. J'ai eu peur de me retourner à 70, 75 ans, regarder en arrière et me dire voilà, pendant toute ta vie, t'as suivi un parcours qui a été ce dont t'as eu besoin pendant un long moment, puis qui à un moment a arrêté de l'être. Il y avait autre chose que tu voulais faire et t'avais l'occasion de le faire et tu l'as pas fait. J'ai eu peur de ça. À l'époque où je suis parti, je me souviens, il y a plein de gens qui d'ailleurs voulaient être sympa, tu vois, c'était voulu comme un compliment, c'est oh là là, mais c'est incroyable, c'est courageux ce que t'as fait, etc. Non, c'est pas courageux, je suis parti par trouille, parce que pendant des années ça a marché pour moi, le fait de l'ascension sociale, le fait de rencontrer une certaine forme de succès professionnel, machin. On avait des parents qui étaient d'extraction super popu, ma mère elle est fille d'immigrés grecs qui bossaient dans les marais salants en Camargue, qui sont arrivés en France au début des années 10. Mon père était fils de paysans normands super pauvres. Ils sont tous les deux arrivés à monter les premiers échelons, on va dire, de la société. Ils avaient beaucoup d'ambition pour nous, donc ils ont poussé à mort pour qu'on fasse des études, pour qu'on voilà. Et puis tu réalises d'une certaine façon les ambitions de tes parents, tu suis ton truc, et puis tu te rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui te manque, et qui te manque au point où la moindre minute de temps libre que tu peux avoir quand t'es pas en train de bosser, tu la passes à faire ça. Et au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses que je voulais faire en matière de création musicale, il y avait tout un tas de trucs que je voulais explorer avec le chant, il y avait Trank qui a commencé à se profiler un peu par surprise, un peu par accident. Et je me voyais pas arriver à gérer tout ça avec le peu de temps et le peu d'énergie que me laissait un travail à plein temps dans une grosse boîte. Le soir et le week-end, c'était juste pas possible. Et j'ai commencé à vraiment prendre peur. Autour de mon 40e anniversaire, chacun vit sa crise de la quarantaine à sa façon, mais ma peur à moi, elle s'est manifestée comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 35-40 ans quand tu vas te retourner, que tu auras plus d'énergie pour faire tous ces trucs-là, et que tu regarderas l'opportunité que tu as laissé passer à l'époque. Je suis parti pour ça. Ouais, non, je trouve même que c'est assez important parce que j'aime bien que tu dises ça parce que c'est pas quelque chose que tu m'avais dit auparavant. Enfin, tu utilisais pas le mot trouille. Mais tu ne sais pas tout. Mais je sais bien, on a encore plein de choses à découvrir l'un de l'autre. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le sex, drug and rock'n'roll existe encore? Et est-ce que tu pratiques? Alors, peut-être l'un des trois ou les trois. Comment je vais répondre ça sans que ça se termine par un divorce? Non, je plaisante. Ça peut être sexe avec ta propre femme, il n'y a pas de problème. Non, ça, de ce point de vue-là, je te confirme qu'il n'y en a pas. Ça, c'est pas du tout problématique. C'est pas le style de vie ou les clichés sur le style de vie qui m'ont attiré.
Qui plus est, le fait est que ce soit moi ou dans une moindre mesure les autres d'entre eux, qu'on commence tous ce truc-là à l'âge où plein d'autres gens s'arrêtent, précisément parce qu'ils sont carbonisés par le style de vie en question, ou parce qu'ils sont morts, ou parce qu'ils sont déjà morts, voilà. Auquel cas ça devient difficile d'enregistrer les disques. Quoique Le nombre d'albums de Jeff Buckley qui sont sortis oui, voilà. après sa mort. Puis Prince en hologramme et tous ces voilà, trucs-là. donc, D'ailleurs, Elvis n'est pas mort, comme tu le sais. ouais. Il boit des thés à la menthe avec le Yeti quelque part à Marrakech. Non, c'est pas le style de vie sex, drugs and rock'n'roll qui m'attire dans tout le truc. Tout le monde a eu ce fantasme adolescent, voilà, les filles qui se jettent sur toi parce que t'es la vieille star sur scène. C'est l'avantage, en fait, de commencer à nos âges. C'est qu'on approche le truc vraiment par passion pour ce qui se passe quand t'es sur scène et que tu joues une chanson qui a été créée par le gang qui est sur scène, et que tu vois la réponse des gens. Et que les gens ont envie de partager ce moment de communion avec toi. Donc là, c'est aussi ce moment de communion, c'est un moment de. C'est un moment de high sexe. énorme, et c'est très sexuel par très nature. Sexuel et ce moment de rock'n'roll aussi. Pour moi, alors là, je vais te répondre comme ça. Du coup, pour moi, la partie sex and drugs, elle est dans le rock'n'roll. Elle est dans le moment de performance justement. Ce moment de high là. Il est là, il se passe sur scène. Et quand je reviens juste 10 secondes en arrière, mais quand tu parles de, voilà, il y a 10, il y a 3000 personnes sur scène, bon, moi, je suis aussi comédien, donc, il m'arrive de jouer certaines, merci. Bah, non. Il m'arrive de jouer mes pièces et il va y avoir, 10, 20, 30, 100, il n'y aura pas 3000 personnes encore, hein. Malheureusement on joue pas dans des zéniths, mais ce ressenti qu'on a, et parfois quand on est, nous on joue des rôles, des choses comme ça, je pense que parfois aussi tu joues des rôles, tu interprètes aussi des chansons. Pas parfois, c'est que tu rentres, la personnalité que tu mets sur scène, alors ça demande pas du tout le même niveau de maîtrise technique que ce que tu fais toi demande. Le parallèle, cela dit, même si technique. Alors oui, enfin, mais tu vois, il y a pas la personne qui monte sur scène quand t'es dans un groupe. C'est pas toi et c'est pas une personne différente non plus. C'est juste, il y a un côté un peu Jekyll and Hyde en particulier quand tu fais une musique qui est un peu outrancière, que ça soit dans la noirceur, dans la colère, dans quoi que ce soit. Tu prends une partie de toi, un aspect de ta personnalité qui normalement doit peser 10 grammes. Et puis c'est à cet aspect-là que tu dis, ben voilà, pour les 2 prochaines heures, c'est toi qui conduis. You're behind the wheel. J'allais la faire. Ouais. Et voilà, mais je pense que ça doit un peu se rapprocher d'une certaine façon. Je pense que pour habiter vraiment un rôle, d'une certaine façon, tu trouves le point de jonction entre ta personnalité. On fait appel à quelque chose et tout ça. Voilà. Et là, le parallèle que je voulais faire, avant que tu me coupes de manière très grossière, T'as rien vu, on sort, on est vidé, Ouais. et en même temps, il y a une émotion, enfin, il y a un truc très fort. Et je pense beaucoup à cette interview qui m'a vachement marqué de Brian Molko, le leader de Placebo, qui disait, admirable. j'ai écrit une chanson, je suis au plus noir de moi-même, etc. Je la compose, on l'enregistre, elle est sur l'album, je me retrouve le soir au concert, il y a 50 000 personnes devant moi, qui la reprennent en chœur. Ouais. Je rentre ensuite à l'hôtel, je suis tout seul, comment voulez-vous que je me drogue pas? C'est là aussi où je me dis, il y a un gap c'est quelque chose qui m'a vachement marqué, parce que je me dis, c'est vrai que tu vas tellement loin Dans l'émotion. Dans l'émotion et dans le ressenti, dans cette empathie partagée entre un mec qui est tout seul en train d'écrire sa ligne de texte, machin, et puis t'as 50 000 personnes qui font... l'autre qui chante I'm a creep, et t'en as 50 000 qui chantent I'm a creep, ça te renvoie aussi à toi, tu vois. Bien sûr. I'm a creep. Et comment tu fais derrière? Je me dis, c'est une émotion tellement intense, à mon avis, de celle de chanteur, de celle de musicien. Et moi, en termes d'acteur, au bout d'un moment, je rentre chez moi, bon, voilà, je me suis lavé, voilà, j'ai pas eu un public qui s'est levé, qui a chanté ou quoi que ce soit, et qui a pas repris encore. Non, mais t'as une forme de connexion qui est quand même très très forte. Enfin, oui, qui est un peu autre. Non, parce qu'il y a une empathie sur la musique. Je l'ai jamais éprouvé parce que je suis incapable de faire ce que tu fais, et je me dis, waouh, si t'as 200 personnes qui reprennent, 300, enfin 1000, tout ce que tu veux, mais tu rentres chez toi, tu dois être, t'as un truc où t'es... Mais je pense, alors, on n'a pas encore fait l'expérience vraiment l'expérience de ça avec Trang. J'espère que ça sera le cas bientôt, parce que les choses ont l'air de décoller pas mal pour nous, en ce moment.
je peux tout à fait comprendre que ça soit l'une des motivations pour lesquelles les gens commencent à tomber dans tel ou tel plan de drogue. Il y a ça, puis il y a l'ennui. Parce que fondamentalement, on va dire, on va employer un mot horrible, mais le business model du groupe de rock qui réussit jusqu'à il y a quelques années, c'était cette espèce de schéma un peu non-stop, studio, album, tournée, studio, album, tournée. Et une tournée mondiale pour un groupe de rock, c'est absolument épuisant. Il y a cette phrase célèbre de Charlie Watts qui répondait à un journaliste qui demandait, à l'époque ça faisait 30 ans qu'il était dans les Stones, donc alors ça fait quoi dans les Stones depuis 30 ans? Charlie Watts dit je sais pas, j'ai été dans les Stones pendant 2 ans, le reste du temps je me suis fait chier dans les aéroports. et ouais, il y a un côté, il y a un ennui, une routine, un truc, enfin c'est vraiment horrible. Tu vois, nous on vient de tourner 3 clips avec Trunk là, on a 3 singles qui vont sortir à partir de on va dire de la fin du mois de mars. Et jusqu'à l'été, quand tous été clippés, enfin enregistrés, mixés et clippés dans la foulée. Et l'expérience de tournage des clips qui était pourtant très sympa, c'était avec une équipe, avec un réalisateur qui était vraiment extraordinaire, on était très très bien entourés, on avait notre management avec nous, etc. Et ouais, tu passes 80% de ton temps à attendre que d'autres gens fassent leur travail pour que le truc devant la caméra puisse bien se passer. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait ce côté, à la fois l'ennui de la routine et puis le contraste absolument gigantesque entre le high énorme que tu peux prendre sur scène et la déprime absolue du retour dans la chambre d'hôtel. Après, moi j'ai bien passé les 40 balais. On va dire que je vais compter sur le fait que j'ai peut-être on a peut-être un peu plus la tête sur les épaules que des gens qui, comme Brian Molko, que j'admire beaucoup par ailleurs, démarrent ce truc-là quand ils ont 19 ou 20 ans. On va terminer avec quelques questions, avec quelques réponses rapides, mon cher Michel. C'est pas mon fort, ça, comme tu dis. Non, mais je vais essayer. Ça va être facile. Déjà, c'est un petit quiz. Ouais. J'ai une petite question. Ouais. Qui a dit « Sans la vie, la musique serait une erreur » ? Un indice, c'est pas Pascal Obispo. Non, ça doit être Nietzsche, ça. Bravo. Ouais. T'es d'accord ? Complètement, moi je peux pas vivre sans ça. Mon cauchemar récurrent, c'est d'être sourd. Très rapidement, tu es quelqu'un de très énervé. Tout t'énerve. Alors, tu me diras, il y a beaucoup de raisons d'être énervé dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Alors, on va pas développer du tout parce que ça prendrait 76 000 heures. Mais simplement, est-ce que tu penses que un jour, il y a un médicament qui t'évitera de t'énerver comme ça ? Non. Très bien. Non, et je pense c'est mon moteur. Ouais. Mais pour celles et ceux qui connaissent pas, essayez de trouver Michel André Jouveau sur les réseaux sociaux. Allez lire certains de ses posts un peu énervés contre des personnalités, qu'elles soient, enfin n'importe quel genre de personnalité d'ailleurs. Quelques petites questions, t'y réponds au tac au tac. Ouais. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction première ? Il va me falloir plus de place pour stocker les vinyles. Est-ce qu'il y a, alors je vois à peu près la réponse, mais est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie, si oui, laquelle ? Un livre, un film ou une chanson qui ont changé ma vie. Alors tu veux un Jack ou non, parce non, que non. Je peux t'en citer un Jack. Hein. Bon, alors vas-y rapidement. Alors un film, ça serait Blade Runner. Ouais. Une chanson, ça serait probablement Never Let Me Down Again. On a la même déjà. Des précédemment cités. Un livre. Les accords pour les nuls. Non, il y en aurait aussi un bon paquet, mais quand j'étais ado, le livre qui a changé ma vie, moi, le livre que j'ai relu 15 fois d'affilée, contrairement à la plupart de mes potes qui étaient branchés sur le Seigneur des Anneaux, c'était, j'allais dire Dune, je vais dire Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est un fantastique recueil de poésie en prose qui prend juste le prétexte de thématiques de science-fiction pour faire de la littérature sublime. Si tu ne faisais pas de musique, tu ferais quoi ? Waouh. Je serais bien emmerdé. On va partir du principe que c'est des sexuels professionnels n'est pas un métier, donc je ferais du dessin. Mon rêve de jeunesse, c'était de dessiner chez Marvel. Quel est ton plus bel échec ? Quel est mon plus bel échec ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie de question ? J'aurais dû te l'envoyer avant, en fait. Hein. C'est-à-dire le truc où je me suis le plus magistralement planté ou Ouais, et puis enfin, à toi de voir ce que tu veux. Hein. Il y a des gens qui entendent là-dedans quel est l'échec qui m'a permis d'apprendre le plus de choses aussi. Tu vois, c'est pas toujours un échec. Il a la valeur que tu as envie de lui donner en termes de violence négative ou pas. Hein. Tu vois, un échec,
je me suis planté sur ça, mais j'ai appris tellement de trucs, finalement, c'est pas un échec. Bon, bah, tu me répondras pour l'épisode 5. Ouais. Pour une fois que j'arrive à lui faire fermer sa gueule. Non, mais c'est-à-dire que la liste est longue. C'est vraiment pas de la prétention ou quoi que ce soit, mais tu vois, là, j'arrive à un âge où j'ai fait suffisamment de trucs pour m'être planté un bon paquet de fois quand même. Après, te faire la liste, te sélectionner dans la liste le truc. Attention, il y a plus Ok, que 5 secondes. Joker, je reviendrai à cette question. Ton endroit préféré au monde? La Camargue. Il y a ce mot anglais que j'adore, que tu connais, d'ailleurs, je pense que c'est même toi qui me l'as appris, c'est le motto, Ouais. la devise, la motivation au quotidien, là, ce serait quoi, là, toi? Jamais rien faire à moitié. Et quel est ton mot préféré? Gabriel. Ok. Je précise que c'est parce que c'est le prénom de mon fils, c'est pas en référence à Johnny Hallyday. Non. Rapidement, quelle va être l'actualité? Donc, enfin, tu l'as déjà un peu dit. Il y a, à partir de fin mars, les clips des prochains Ouais, les morceaux 3 de prochains Trank. singles de Trank, ouais, qui vont sortir, qui ont été clippés par un charmant garçon qui s'appelle Alban Verneret. Il y a une chaîne YouTube, Trank. Il y a une chaîne YouTube Trank, il y a un site trankmusic.com sur lequel on trouve aussi la plupart des vidéos. On avait déjà eu un premier clip qui avait été réalisé par le très très fabuleux et talentueux Jean-Baptiste Andrea. Fantastique. Clip, on le voit tirer un voit 30 tonnes. tout à fait, à main nue. Magnifique. Avec une paire de Finsbury de très très grande classe. Exactement. Donc voilà. Les 3 clips vont commencer à sortir vraisemblablement au rythme de un tous les mois à partir du mois de mars. Sachant qu'en fait, ce qu'on a fait avec Alban, ça devrait être parlé en tant que fan de Depeche Mode et d'Anton Corbijn, c'est qu'on a trouvé un moyen de lier les 3 clips narrativement, ce qui veut dire que tu peux les voir individuellement, ils fonctionnent très bien, mais si tu les vois les 3 d'affilée, il y a une sorte d'arc. Donc, pour suivre l'actualité de Trank, tu l'as dit, il y a donc le site, va y avoir les clips qui vont arriver, Ouais. il y a donc là-dessus seront, j'imagine, annoncés les concerts, Oui. les choses qui vont venir par la suite. Tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été signé sur la base de notre premier 6 titres qu'on a sorti fin 2016, début 2017 à titre complètement indépendant. On a été repéré par un management en fait qui nous a signé à la fin de l'année dernière, sous la houlette duquel on a donc enregistré les 3 chansons en question et tourné les 3 clips. Et le management va se servir de ça comme carte de visite pour aller nous trouver des dates. Alors, une fois n'est pas coutume, va y avoir une petite surprise à la fin de cet épisode du Lloydcast. Comment dirais-je, d'une collaboration de notre travail. Oui, c'est vrai, oui. Ensemble, qui est une musique que j'avais, moi, une petite chanson que j'avais écrite pour une pièce la pièce s'appelait Désaccordé. C'est la première pièce de toi que j'ai vue d'ailleurs. Voilà, à Avignon. Festival d'Avignon. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Ouais, de visu. Et puis, t'as eu une idée un peu folle de vouloir remixer ça. Et ça donne un morceau qui me fait toujours délirer à écouter. Donc je vais mettre ça à la suite de notre petit épisode. Alors, Michel, merci encore merci à toi de m'avoir permis d'échanger avec toi, parce que c'est toujours passionnant. J'espère que ça donnera envie à la compagnie qui nous écoute d'aller ouïr Trank. J'adore comment tu dis ça. Quant à toi, chère compagnie, j'espère que ce dernier épisode numéro 3 t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à le commenter là où tu l'auras entendu, sur iTunes ou autre plateforme, y compris mes réseaux sociaux, ou même sur les réseaux sociaux là où Michel sévit. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.